Donc nous voilà à nouveau dans ce chapitre dédié aux contraintes dans les fluides et aux principes fondamentaux de la dynamique, sachant que les acquisitions de la première séquence sont transposables naturellement à la mécanique du solide et encore certains développements que l'on va voir dans cette partie. Alors dans cette seconde partie, nous allons rajouter au bilan des forces surfaciques le bilan des forces volumiques et nous allons appliquer le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale m gamma. Le but de cette séquence est de nous conduire à une expression très générale de dynamique des fluides que vous pourrez ensuite décliner dans des chapitres spécifiques que l'on précisera. Alors, après le bilan des forces surfaciques, qui nous a pris un peu de temps, pourquoi? Parce qu'il a fallu examiner d'abord ce qui se passe sur chacune des 6 facettes de cet élément parallélépipédique, ce qui nous a amené à introduire le vecteur contrainte et la matrice associée au tenseur des contraintes. On va maintenant aller plus rapidement sur le bilan des forces volumiques. En effet, le petit parallélépipède que vous voyez à l'écran représente une particule de fluide de volume dV. Naturellement, cette particule de fluide contient des atomes et des molécules. On a une masse volumique ρ. Et naturellement, cette petite particule de fluide est par voie de conséquence pesante dans le champ de la pesanteur. Et donc le poids va être noté mg. G étant le vecteur de l'accélération de la pesanteur qui, dans le repère, va s'écrire g indice x plus g indice y plus g indice z ez. J'ai volontairement choisi un repère pour lequel l'axe z n'était pas vertical. Alors, par définition de la masse volumique, ρ est égal à m sur v, v est égal à dx dy dz, donc m est égal à ρ dx dy dz. Le poids va donc être égal à ρ dx dy dz que multiplie g, et donc en projection suivant l'axe des x, on va retenir la composante gx du vecteur g. En projection suivant l'axe des y, on va retenir la composante g indice y du vecteur g. Et en projection suivant l'axe des z, on va retenir la composante g indice z du même vecteur g. Et on voit apparaître, bien à droite, le petit élément de volume dx, dy, dz. Donc si on fait le bilan des forces, pour écrire somme des forces égale m gamma, à gauche du signe égal, nous avons le bilan des forces surfaciques qui nous a fait apparaître la divergence de la matrice associée au tenseur des contraintes et le bilan des forces volumiques qui est celui que nous avons vu sur le transparent précédent dès lors que l'on se restreint aux seules forces liées à la pesanteur. Donc en projection suivant l'axe des x, je rappelle dans la première équation et dans la partie gauche de cette équation, la divergence. Je vous rappelle que la divergence d'un tenseur, c'est un vecteur et que les composantes d'un vecteur font appel à des sommes de dérivées partielles que vous voyez à l'intérieur de la parenthèse. Vous voyez juste à côté la composante suivant l'axe des x issue du bilan des forces volumiques, ρ gx dx dy dz, et vous voyez à droite du signe égal apparaître m, encore une fois sous la forme du produit de ρ par dv, que multiplie gamma indice x, qui est la première composante du vecteur accélération. On va de la même façon écrire la projection suivant l'axe des y et la projection suivant l'axe z du principe fondamental de la dynamique. Une première simplification apparaît ici en supprimant dx, dy, dz. C'est ce que vous voyez là, vous voyez apparaître donc 3 équations, et si on les regroupe sous une forme générale, ou vectorielle, eh bien, les premiers termes, c'est la divergence de la matrice associée au tenseur des contraintes, plus ρg est égal à ρ gamma. Donc une première équation vectorielle traduisant le principe fondamental de la dynamique s'écrit sous la forme divergence de sigma plus ρg est égal à ρ gamma. À gauche du signe égal, on a d'une part les forces surfaciques et d'autre part les forces volumiques. Alors cette première équation, on va la retransformer
en explicitant le vecteur accélération. Pour le moment, c'était gamma x plus gamma y plus gamma z. Alors le vecteur accélération, on va commencer par dire que c'est la dérivée par rapport à t, petit t le temps, du vecteur vitesse. Et chacun sait que ce vecteur accélération, il est pratique de l'écrire sous la forme de deux grandes composantes. Une composante que l'on va appeler l'accélération locale et une composante que l'on va appeler l'accélération convective. En effet, le vecteur v, c'est un vecteur qui dépend de l'endroit où l'on se situe, petit x, petit y, petit z, donc on aura des composantes v indice x, v indice y, v indice z, chacune de ces composantes dépendant de x, y, z, et puis bien, on peut très bien ne pas être dans un mouvement permanent, et donc le vecteur vitesse v peut varier en fonction du temps. Donc c'est ce que vous voyez écrit ici à l'écran. Le vecteur v dépend de x, y, z, t, et donc dv sur dt prend la forme que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, vous voyez, j'ai remplacé les dérivés dx par dt, dy par dt, dz par dt par les composantes du vecteur vitesse, vx, vy, vz, et ceci permet de faire apparaître traditionnellement en mécanique ce qu'on appelle l'accélération convective, et le terme qui n'apparaît pas dans l'accélération convective s'appelle l'accélération locale. Et si le mouvement est permanent, ou si finalement nous sommes en statique, eh bien l'accélération locale sera nulle dans le cas d'un mouvement permanent, dv sur dt est égal à 0, et dans le cas de statique des fluides, eh bien c'est un cas particulier, le vecteur vitesse est nul, donc aucune de ces accélérations aura une valeur différente de 0. Alors je vais réécrire maintenant l'expression de l'accélération convective. L'expression de l'accélération convective, je m'en vais la réécrire en faisant apparaître sous une forme d'opérateur vectoriel le vecteur vitesse v. Je vais faire apparaître d'une part le rotationnel du vecteur vitesse et d'autre part le gradient du module du vecteur vitesse ou de son carré. Ce qui permettra à la fin d'obtenir une équation générale qui permet de simplifier l'expression du principe fondamental de la dynamique en fonction de tel ou tel type de comportement, si nous sommes en présence en particulier de fluides où nous avons des mouvements, des écoulements rotationnels ou irrotationnels, et pour l'accélération locale, des mouvements permanents ou non. Alors commençons par calculer, pour réécrire la composante convective de l'accélération, commençons par calculer le rotationnel du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, vous voyez son expression à droite, vxx plus vyy plus vzz. Le rotationnel d'un vecteur, je l'obtiens en faisant le produit vectoriel de l'opérateur nabla par le vecteur vitesse. Donc ceci conduit à calculer le déterminant que vous voyez à l'écran, et donc sans problème aucun, l'expression du rotationnel de ce vecteur vitesse. Je vais ensuite faire le produit vectoriel du rotationnel du vecteur vitesse par le vecteur vitesse. Je vais calculer ce que vous voyez à l'écran, le rotationnel du vecteur vitesse, vectoriel v. Là encore, j'utilise la notion de déterminant, je recopie en colonne les vecteurs de la base, EX, EY, Z. Deuxième colonne, je recopie les composantes du vecteur rotationnel. Troisième colonne, je recopie les composantes du vecteur vitesse et j'établis donc un vecteur. Ce vecteur a trois composantes dont vous voyez apparaître ici la composante suivant l'axe des X. Je développe l'intérieur du crochet, pour être un petit peu plus explicite, et je m'en vais regrouper des termes ou les réécrire différemment en remarquant que Vz que multiplie dvz sur dx, ce n'est autre que 1/2 de la dérivée de vz au carré divisé par dx. Même remarque pour le deuxième terme, vy que multiplie dvy sur dx, c'est 1/2 de dvy carré sur dx. Et les autres termes, je les laisse écrits tels qu'ils apparaissent dans l'équation, la deuxième équation. On va faire la même chose pour écrire l'expression de la composante en projection suivant l'axe y.
De la même façon, je peux remarquer que le premier terme et le second terme s'écrivent sous la forme 1/2 de la dérivée du carré de la composante Vx et de la composante Vz, respectivement par rapport à y. Et de la même façon, en projection suivant l'axe des z, on va écrire ou réécrire les expressions des deux premiers termes sous la forme de la dérivée du carré de la composante Vy et Vz du vecteur vitesse, pardon, Vy et Vx du vecteur vitesse, dérivée partielle par rapport à z. Donc nous allons regrouper bien les trois composantes que l'on vient de trouver pour écrire l'expression du produit vectoriel du rotationnel du vecteur vitesse par le vecteur vitesse, rot de V vectoriel V. Donc c'est le récapitulatif numéro 1. Nous allons maintenant calculer le gradient du carré du module du vecteur vitesse. Alors commençons par calculer le module du vecteur vitesse, c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Puisque je veux le carré, j'élimine la racine carrée. Et le gradient d'un scalaire, c'est un vecteur. Et les composantes de ce vecteur sont respectivement la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y et la dérivée par rapport à z du carré de ce vecteur vitesse si nous sommes en coordonnées cartésiennes. Et donc voilà l'expression du gradient du carré du vecteur vitesse. Alors, cette expression, je l'ai réécrite ici, et je fais apparaître, comme tout à l'heure, les dérivées, non pas des composantes, mais les dérivées des carrés des composantes, pour réécrire l'expression du gradient du carré du module du vecteur vitesse. Et je m'en vais maintenant, après avoir réécrit le récapitulatif numéro 2, rapprocher le récapitulatif numéro 1 du récapitulatif numéro 2, c'est ce que vous voyez ici, de façon à se rendre compte qu'en additionnant ces deux vecteurs, on va donc additionner les composantes une à une, eh bien des simplifications vont s'opérer. Par exemple, sur la première ligne, vous allez voir des termes qui vont disparaître. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. J'ai fait la somme de ces deux récapitulatifs pour arriver à l'expression suivante que vous avez à l'écran. L'expression que vous avez à l'écran, on l'a réécrit sous la forme suivante, Vx que multiplie un vecteur, dvx sur dx, dvy sur dx, dvz sur dx, plus vy que multiplie dvx sur dy, dvy sur dy, dvz sur dy, et ainsi de suite pour la troisième partie. Et donc, bilan de l'opération, l'expression de l'accélération convective que vous avez en haut de l'écran, eh bien, n'est autre que la somme de deux vecteurs, le produit vectoriel du rotationnel du vecteur vitesse par le vecteur vitesse d'une part, et d'autre part, eh bien, 1/2 du gradient du carré du module du vecteur vitesse. Donc on arrive ainsi à la réexpression du vecteur accélération. Ce vecteur accélération n'est autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Cette dérivée, nous l'avons exprimée sous la forme d'une accélération convective et d'une accélération locale, et l'accélération convective, nous l'avons réécrite en faisant apparaître des opérateurs vectoriels tels que, plutôt des opérateurs différentiels tels que le rotationnel et le gradient. Et donc voilà une deuxième écriture. Cette deuxième écriture que nous allons remplacer, que nous allons utiliser dans la première équation vectorielle que nous avions obtenue pour remplacer gamma par cette expression. Et donc voilà une deuxième équation traduisant l'application du principe fondamental de la dynamique. À gauche du signe égal, toujours pareil, nous avons la matrice associée au tenseur des contraintes et sa divergence qui représente le bilan des forces surfaciques. Nous avons Roger qui représente le bilan des forces volumiques, et à droite du signe égal, nous avons une somme de trois termes qui vont pouvoir rester en l'état ou se simplifier en fonction de la nature des écoulements. Si nous sommes dans un écoulement permanent, donc à vitesse constante, dv sur dt sera nul.
Si nous sommes en présence d'un écoulement irrotationnel, ben, le terme rotationnel levé sera nul, et donc on pourra réécrire différemment cette expression, au même titre si nous avons des écoulements dits à gradient de vitesse. Et à gauche du signe égal, en fonction de la nature du fluide que nous utiliserons, c'est ainsi que l'on fait apparaître une distinction entre les fluides parfaits et les fluides réels. On isolera dans la matrice associée au tenseur des contraintes bien uniquement la partie sphérique ou la partie déviatorique. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de ce chapitre, qui est un chapitre chapeau, qui donnera lieu à des déclinaisons, un chapitre particulier sur la statique des fluides et sur la dynamique des fluides parfaits et la relation de Bernoulli. Donc je rappelle les éléments clés de ce chapitre. D'abord, l'existence d'un objet mathématique qui a été introduit par Cauchy, qui s'appelle la matrice associée au tenseur des contraintes, qui est un tenseur d'ordre 2, qui possède des propriétés de symétrie, et qui permet de calculer l'expression du vecteur contrainte sur toute facette dont on connaît l'expression de la normale unitaire sortante. On rappelle également que cette matrice peut s'exprimer sous la forme de deux matrices qui traduisent la partie sphérique et la partie déviatorique de la décomposition. Et enfin, nous avons vu dans la deuxième séquence l'expression du principe fondamental de la dynamique exprimée sous une première forme que vous voyez ici, puis sous la forme un peu plus générale qui offre des déclinaisons possibles dans le cas des écoulements permanents, dans le cas des écoulements irrotationnels ou rotationnels, dans le cas des écoulements à gradient de vitesse. Donc cette dernière équation que l'on a encadrée va permettre, dans un cours de mécanique des fluides, eh bien, d'aller directement au chapitre de statique des fluides. Si on est en statique, ben, la partie droite du signe égal est égale à 0, et si sur la partie gauche, bien, si on est en statique, il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déformation, de vitesse de déformation, donc il n'y a pas de composante tangentielle. Et donc on isolera la partie sphérique, et donc vous obtenez, vous voyez apparaître la relation P plus ρ Gz égale constante dans le cas de la statique des fluides. Et en dynamique des fluides, eh bien, on distinguera les fluides parfaits des fluides réels. Les fluides parfaits sont ceux pour lesquels on peut négliger la composante tangentielle ou la conséquence des composantes tangentielles devant la conséquence des fluides normales, et donc dans la partie gauche, là où vous voyez apparaître divergence de sigma, on conservera uniquement la partie sphérique. Et ensuite, dans la mécanique des fluides réels, qui est souvent représentée par les équations de Navier-Stokes, on ne pourra plus négliger la conséquence des composantes tangentielles, et donc on utilisera l'expression complète de cette équation. Alors, arrivé à la fin de ce chapitre plutôt général, on vous propose un quiz pour se demander si l'on sait répondre spontanément à la définition suivante. Qu'appelle-t-on accélération convective et accélération locale? Démontrer la relation suivante. Ça, c'est une réécriture du chapitre. Peut-on retrouver la relation de Bernoulli à partir de la relation précédente et sous quelles hypothèses? Donc je vous rappelle que Bernoulli, on a déjà établi son expression le long d'une ligne de courant. Qui dit ligne de courant dit endroit de l'espace sur lequel le vecteur vitesse est tangent. Donc ici on voit apparaître le vecteur vitesse. Et la relation de Bernoulli, lorsque nous l'avons établie, supposait que l'on puisse négliger la conséquence des composantes tangentielles devant la conséquence des composantes normales des vecteurs contraintes. Et donc nous avions retenu simplement la pression et nous n'avions pas fait intervenir des composantes que l'on relie à des propriétés de viscosité. Et enfin, décliner, ce sera la dernière question de ce quiz, la relation précédente en statique des fluides en tenant compte des aspects spécifiques à ce domaine de la mécanique. Bien, dans un fluide au repos, par définition, le vecteur vitesse est nul et la seule composante du vecteur contrainte, c'est la pression qui est une grandeur isotrope
mais c'est ce qui fait l'élément clé du chapitre de statique des fluides. Voilà, nous avons atteint la fin de ce chapitre, quelque peu mécanique et quelque peu mathématique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans d'autres chapitres de mécanique des fluides pour découvrir des applications de cette relation, avec en particulier des applications du théorème de Bernoulli que nous utiliserons dans l'étude de la vidange de réservoirs. Voilà, merci encore de votre attention et à bientôt dans d'autres chapitres.